vous qui nous rejoignent par la retransmission en direct de cette rencontre autour donc, de l'exposition qui se déroule en ce moment et jusqu'au 3 avril prochain à la Fondation Custodia. Alors, moi le premier, j'avoue que j'avais entendu parler de la Fondation Custodia sans vraiment aller de très près voir ce dont il s'agissait. Et donc, je vous propose de commencer cette conférence qui sera donc un peu inhabituelle par une présentation de la Fondation Custodia avec ici un tableau que nous retrouverons tout à l'heure de Louis-Léopold Robert, peintre neuchâtelois, peintre suisse, typique de cette fascination exercée par l'Italie sur les peintres, sinon du Nord, au moins de l'Europe centrale et puis parfois de beaucoup plus loin, cette vue du Vésuve, donc par Louis-Léopold Robert, qui se suicidera à Venise sous l'effet de la dépression beaucoup plus tard, bien sûr. Alors, la Fondation Custodia, d'abord, où c'est? Première question, c'est tout simplement situé 121 rue de Lille, dans le 7e. En fait, si vous prenez le métro à l'Assemblée nationale et que vous sortiez soit en queue en venant de la Concorde, soit en tête en allant vers la Concorde, vous voyez, c'est très précis, vous êtes à 3 minutes à pied, en gros, de la Fondation Custodia, qui est l'ancien hôtel Turgot. Alors, vous trouverez à la sortie, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, cette brochure éditée par la Fondation Custodia et dont j'ai tiré à peu près tout ce que je vais vous dire maintenant la concernant. Avant tout, je pense qu'il est important de parler un tout petit peu de celui à qui nous devons la Fondation Custodia. Frédéric Johannes Lugt, né à Amsterdam en 1884, avait dans le sang le goût de collectionner et de cataloguer. J'adore cette histoire. À 8 ans, il rédige le premier catalogue de sa longue vie. Et ce premier catalogue, c'est celui de ses trésors, ses jouets et en particulier une collection de coquillages qu'il avait commencé. Donc à 8 ans, Fritz, comme on l'appelait, rédigea le catalogue de ses trésors. Ça s'appelait le Museum Lugtius, hein, son nom, et qui était ouvert quand le directeur, lui, est à la maison et pas à l'école. Et ce musée, donc ces trésors, comprenaient entre autres choses certains coquillages assez rares. Et c'est là où quand même ça devient un peu étonnant. À partir de 10 ans, il consacra tout son temps libre au Rijksmuseum d'Amsterdam, où il examinait attentivement les œuvres dont il faisait des copies. Il obtint aussi, non sans peine, à 10 ans, d'avoir accès au cabinet des dessins, où les conservateurs le regardaient d'un œil soupçonneux. Le jeune Fritz devint un fanatique et passa dès lors tous ses loisirs dans la salle de consultation. À son grand étonnement, il constata qu'il n'existait pas d'inventaire des dessins hollandais et décida sans complexe de l'entreprendre lui-même, décrivant soigneusement chaque feuille, recherchant les provenances, copiant les signatures et rédigeant une courte biographie pour chaque artiste. À la fin de 1899, il a 15 ans. Il en était arrivé à Jordaens et avait répertorié 950 dessins. C'est quand même assez étonnant. Donc le voilà, à l'âge où il ouvre son musée et rédige son premier catalogue. Rembrandt, qui avait fait l'objet d'une exposition capitale en 1898, il avait 14 ans, exerçait une fascination particulière sur Lugt. Un an plus tard, il surprenait sa famille et ses amis par une biographie détaillée de l'artiste, 14 ans, incluant le résultat des travaux les plus récents. Dessinateur habile, il l'avait illustré de ses propres croquis. Donc, non seulement il vous rédige une vie de Rembrandt à 14 ans, mais il ponctue sa rédaction de reproduction d'un certain nombre d'œuvres et de dessins qu'il fait lui-même. La biographie de Rembrandt allait changer du tout au tout sa vie d'adolescent. Alors, je sais que vous rêvez de voir au moins 2 pages de la biographie de Rembrandt par Lugt. Vous l'avez rêvé, je l'ai fait. Voilà.
Vous avez ici, effectivement, et alors c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est sur des cahiers d'écoliers et c'est rédigé, une vie de Rembrandt, et c'est évidemment, tout au long d'eux, vous avez des copies de dessins de Rembrandt qui illustrent effectivement cette biographie. Alors, Rembrandt est une présence fondamentale dans la collection Lucht, qui est maintenant préservée dans la Fondation Custodia. Vous avez ici un très beau dessin de Saskia Uli, qui date d'environ 1640-1641. Rembrandt est aussi peintre de paysages ou d'éléments de paysage. Ici, effectivement, une ferme avec une meule, oui, un paillé, comme on disait dans mon enfance. Et puis alors, c'est un détail tout à fait étonnant. Bon, peut-être ça, enfin, moi, je trouve ça assez bouleversant. Vous avez ce travail de Rembrandt qui capture sur une seule feuille de papier 3 poses différentes de quelqu'un qui, évidemment, pose pour lui. Triste clin d'œil du destin. En 1970, Fritz Lucht, victime d'une crise cardiaque, s'effondre place de la Concorde à Paris un 15 juillet. C'est le jour de l'anniversaire de Rembrandt que ce Néerlandais adorait. Grâce à un parent, Lucht se vit offrir un poste dans une firme réputée de vente publique, aujourd'hui Christie's, Sotheby's, Philips, tout ce que vous voudrez, celle de Frédéric Muller à Amsterdam. Il interrompit du même coup ses études secondaires. Et vous avez ici un portrait de Frédéric Muller, le fondateur donc de la maison de vente aux enchères où Lucht est rentré. Et Muller est né en 1817 et mort en 1881, donc Lucht ne l'a pas connu, bien sûr. Il a travaillé avec les successeurs de Frédéric Muller, en particulier ses fils. Chez Muller, il passa l'essentiel de son temps à établir les catalogues de vente. Vous savez que les catalogues de vente, c'est absolument essentiel dans effectivement la vie d'une maison de vente aux enchères, ce qui lui permit d'exercer son œil pénétrant et de développer son extraordinaire mémoire visuelle. Parce qu'évidemment, quand quelqu'un rédige un catalogue de vente aux enchères, beaucoup de choses dépendent du souvenir, le fait qu'un tableau, qu'un particulier apporte et qu'on redécouvre, parce que quelquefois des tableaux sont restés pendant très longtemps dans des familles sans qu'on sache vraiment ce qu'ils sont exactement, de qui ils sont, etc. Et là, l'œil est absolument essentiel. Le plus important était de regarder, de comparer afin d'aborder l'art de façon concrète. Il ne pouvait y avoir de meilleure formation. Autodidacte, Lucht pensait que l'amour de l'œuvre d'art primait sa signification historique. Pour lui, le goût et la sensibilité étaient finalement plus nécessaires à une véritable compréhension des œuvres que le raisonnement ou les diplômes universitaires. Lucht devint un expert de réputation internationale sur l'art flamand et hollandais, doté d'un véritable flair pour la qualité. La situation précaire de la maison Muller après qu'avait éclaté la Première Guerre mondiale obligea Lucht à la quitter en 1915. Tant qu'il y était attaché, il ne pouvait se permettre d'acquérir des œuvres pour son propre compte, aspect déontologique très important. Il était libre désormais de faire une collection personnelle. Et donc, sa véritable existence de collectionneur débute à l'âge de 31 ans, quand il est libéré de ses obligations déontologiques vis-à-vis de la maison Muller et qu'il peut commencer à acheter pour lui. Vous avez ici à gauche un catalogue en français d'une vente de tableaux anciens et dessins qui a eu lieu à Amsterdam les mercredis 4 et jeudi 5 décembre 1912. Le catalogue a été rédigé entièrement par Fritz Lucht. Et vous avez à droite, sur la Nieuwe Doelenstraat à Amsterdam, la maison où fonctionnait la maison de vente aux enchères Muller. Alors, évidemment, on peut imaginer qu'un autodidacte qui a travaillé dans une maison de vente aux enchères très jeune et qui tout d'un coup se retrouve sans emploi va peut-être avoir quelques problèmes pour ses activités et ses passions de collectionneur. Mais ça va s'arranger comme toujours grâce à une présence féminine. Son mariage avec Jacoba Klever lui apporta une certaine indépendance financière. Tous deux formèrent un couple uni pendant près de 60 ans et avaient en commun le même amour de l'art. Lorsque ses obligations familiales le lui permettaient, ils avaient 5 enfants,
Madame Lucht accompagnait son mari dans ses voyages à l'étranger et dans ses visites aux salles de vente ou aux musées. Vous avez ici une photo de Fritz Lucht et de sa femme en décembre 1910, au moment de leur mariage. Jacoba Clever, surnommée To, fille unique de l'un des actionnaires de l'actuelle SHV Holdings, gigantesque entreprise de distribution de gaz. Alors peut-être en ce moment, il y a quelques problèmes, mais ça, c'est une autre histoire. Sa femme partage son amour de l'art et de la collection. Pour créer leur collection, ils recherchèrent d'abord les dessins, les gravures et les livres anciens dont les prix restaient raisonnables. Les peintures, surtout celles des grands maîtres, étaient trop onéreuses. On verra tout à l'heure que cette difficulté à acheter de très grands maîtres lui a permis de découvrir et de mettre en valeur des petits maîtres, hollandais en particulier, qui ont été reconnus grâce à lui. On y arrive dans un instant. À l'époque, Lucht vivait en conseillant d'autres collectionneurs et en agissant comme intermédiaire, bien que son beau-père ait toujours été prêt à l'aider. Alors, parmi les choses que probablement, enfin, dont on est sûr qu'il les achète à ce moment-là, vous avez évidemment, par exemple, des lettres, et en particulier des lettres de la personne qu'il admire le plus dans l'histoire de l'art, c'est évidemment Rembrandt, lettres à Constantin Huygens. Constantin Huygens, vous savez, est un des très grandes personnalités scientifiques des Provinces-Unies dans la première moitié du XVIIe siècle. C'est aussi un leader politique important. Et vous avez donc ici une lettre autographe de Rembrandt à Constantin Huygens qui date de janvier 1639. Et puis, on a parlé des dessins. Et les dessins, là, il y a quand même une variété aussi d'origine. Vous avez ici un portrait de la femme de ce personnage étonnant qui s'appelle Andrea del Sarto. Je vous rappelle qu'Andrea del Sarto, c'est en quelque sorte la figure tutélaire du maniérisme florentin. C'est dans l'atelier d'Andrea del Sarto que des gens comme Rosso Fiorentino, Jacopo Robusti et puis Pontormo ont commencé leur carrière de peintre. Et le maniérisme italien n'aurait pas existé sans Andrea del Sarto et ses deux élèves, Rosso Fiorentino et Pontormo. Et vous avez ici un portrait de la femme d'Andrea del Sarto, Lucrèce. Ceux d'entre vous qui peut-être connaissent ce très grand poète anglais de la deuxième moitié du 19e siècle qui s'appelle Robert Browning, savent que parmi les monologues dramatiques de Robert Browning, le monologue dramatique est une forme propre à Browning, vous avez un long monologue dramatique où Andrea del Sarto s'adresse à sa femme Lucrèce. Le dessin date d'environ 1517. Mais il n'y a pas que du dessin du Nord ou du dessin italien. Regardez par exemple ici un Watteau, Watteau qui date de 1715 et qui vous représente un homme en pied habillé dans un costume persan, une sorte de continuation du bourgeois gentilhomme peut-être ou quelque chose comme ça avec le grand Mamouchi. Et puis, par exemple, ici, des sorties vers un autre registre, le paysage, et le paysage venu d'Italie. Ici, la vue du troisième temple de Sélinonte en Sicile en 1803 par un personnage qui s'appelle Agostino Maria Aglio. Vous vous souvenez du catalogue qu'il commence à rédiger à l'âge de 8 ans et dans lequel il inclut évidemment ces coquillages. Il n'est peut-être pas étonnant que nous ayons ici, par Jan van Kessel, une sorte de représentation, de mise en scène peinte, d'agencement de coquillages destinés à faire des guirlandes, des festons, des masques, des rosettes, et même à imiter des présences humaines un peu clownesques, farcesques. Il y a là un tout petit côté aussi souvenir des cabinets de curiosité, où on entassait les fameux artificialia, scientifica et naturalia, c'est-à-dire des objets naturels un peu exceptionnels que l'on mettait en valeur dans le cabinet de curiosité et qui impressionnaient les gens qui venaient vous voir parce qu'ils percevaient par là votre culture, votre ouverture d'esprit, etc. Réunir des œuvres de qualité n'était pas seulement une question d'argent, il y fallait aussi des relations et une grande expérience du marché de l'art, ce dont Lucht ne manquait pas. Il put ainsi acquérir des pièces qui, normalement, n'auraient pas été accessibles à de simples amateurs. Alors, quand vous irez à la Fondation Custodia, il y a une très remarquable librairie où vous pourrez acheter à la fois des cartes postales et puis, par exemple, un catalogue consacré à Jacob Vrel.
Alors, Jacob Vrel, c'est ni évidemment Vermeer de Delft, c'est pas non plus Hans-Peter de Hoogh, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne regarderait plus Jacob Vrel si, à un moment, Lucht, ne pouvant pas accéder à du Vermeer ou à du Hans-Peter de Hoogh, ne s'était pas intéressé à Jacob Vrel et n'avait pas commencé à collectionner des Jacob Vrel et à se renseigner sur les endroits où étaient les Jacob Vrel, comment ils avaient été vendus, à qui ils appartenaient, etc. Et d'où vous trouverez dans la librairie un volume consacré à Jacob Vrel. Gaspard Netscher, donc grand portraitiste de la deuxième moitié du XVIIe, avec évidemment ici un personnage qui s'appelle Abraham van Lennep, qui est d'évidence ce mélange d'humanistes à la fois littéraires et scientifiques qui sont au cœur de la vie intellectuelle et de la République des lettres de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Un détail, évidemment, le buste que vous voyez ici est un buste de Sénèque, hein, qui est la grande figure philosophique. C'est très curieux. La grande figure philosophique du nord de l'Europe dans à peu près tout le XVIIe siècle, c'est évidemment Sénèque, plutôt que, encore une fois, Platon, etc. Et quand vous allez à Anvers, dans la maison de Rubens, vous vous souvenez probablement que la maison est divisée en deux parties très nettement. Une première partie à gauche qui est Rubens l'homme, maison flamande classique de briques rouges avec encadrement de pierre blanche et pignon à redans. Et puis à droite, quelque chose de complètement étonnant qui est en fait, qui fut inspiré à Rubens par sa découverte de Gênes. Gênes est à ce moment-là une ville qui est en pleine expansion. Fernand Braudel a magnifiquement expliqué comment les Habsbourg, méfiants à l'égard d'un bascule de la banque allemande vers la réforme, avaient commencé à réorienter l'or du Mexique et l'argent du Pérou vers Gênes. Gênes a fait une véritable fortune et dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Strada Nuova ou la Via Garibaldi, vous avez des palais de néo-aristocrates génois, parce que c'était quand même très nouveau riche. D'où un tout petit côté légèrement ostentatoire. Et quand je dis légèrement, c'est vraiment l'euphémisme du jour. En gros, la grande question, c'était comment construire plus haut que son cul, mais surtout que celui de son voisin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais ça donne des résultats absolument fabuleux. Rubens a fait un livre sur les palais de Gênes et il a construit la deuxième partie de sa maison. Où est son atelier? Or, quand vous entrez dans l'atelier par la cour intérieure de la maison, au-dessus de la porte d'entrée, vous avez exactement le même buste de Sénèque, qui était une sorte d'élément de reconnaissance mutuelle entre les intellectuels, encore une fois, les membres de la République des lettres, qui était un réseau d'intellectuels et d'artistes qui innervait toute l'Europe. On a un personnage en France qui est trop largement oublié, qui s'appelle Nicolas Fabri de Peiresc, qui est un ex-soi installé à Belgentil dans le Var, qui a été le prince de la République des lettres. C'est quand même quelqu'un qui se fait offrir son autoportrait, l'autoportrait de Rubens par Rubens, c'est pas rien. Il correspond avec Nicolas Rocox, le bourgmestre d'Anvers pendant, et il est le premier Français à découvrir les Caravages de la chapelle Contarelli en 1600 à Saint-Louis-des-Français à Rome. Et il dit la peinture de l'avenir, c'est celle-là. Donc, il ne se trompe pas. Et ça, c'est la République des lettres. C'est un réseau de gens qui passaient leur temps à s'envoyer, faute de SMS, des lettres. Voilà. Et voilà. Et là, on voit très bien à quoi Nietzsche. Alors là, vous avez évidemment un Sahen-Redam de 1636, qui représente le cœur de l'église Saint-Bavon à Haarlem. Alors, bon, Haarlem, c'est très important parce que, en particulier, c'est la ville de Frans Hals. Et Lucht avait une passion pour Frans Hals. Une des expositions les plus réussies de la Fondation Custodia de ces 2 ou 3 dernières années était consacrée à Frans Hals. Et alors, je suppose que ceux d'entre vous qui, malheureusement, me connaissent bien, se disent qu'ils ne vont pas échapper à. Non, non, vous n'allez pas échapper à, effectivement. Puisqu'il est question de Sahen-Redam, on ne peut passer que par, effectivement, les premiers mots du premier des essais critiques de Roland Barthes, Le Monde Objet, daté de 1953. Il y a dans les musées de Hollande un petit peintre qui mériterait peut-être la renommée littéraire de Vermeer de Delft. Sahen-Redam n'a peint ni des visages ni des objets, mais surtout l'intérieur d'églises vides,
réduite au velouté beige et inoffensif d'une glace à la noisette. Ces églises où l'on ne voit que des pans de bois et de chaux sont dépeuplées sans recours, et cette négation-là va autrement loin que la dévastation des idoles. Jamais le néant n'a été si sûr. Ce Saenredam aux surfaces sucrées et obstinées récuse tranquillement le surpeuplement italien des statues, aussi bien que l'horreur du vide professée par les autres peintres hollandais. Saenredam est à peu près un peintre de l'absurde. Il a accompli un état privatif du sujet, plus insidieux que les dislocations de la peinture moderne. Peindre avec amour des surfaces insignifiantes et ne peindre que cela, c'est déjà une esthétique très moderne du silence. Si j'avais écrit ça, je crois que je ne serais pas là ce soir. Voilà. C'est très étonnant. Alors évidemment, il n'y a pas de peinture hollandaise sans neige et glace en hiver et patinage. Donc Jan van Goyen, bien sûr, en 1646. Il n'y a pas de peinture hollandaise sans nature morte de fleurs plus ou moins symboliques. Jacob van Ness vers 1630-1640. Et effectivement, les manteaux rouges dans les univers de la peinture hollandaise sont fréquents. Ici, Jan Asselin, vers 1647. Alors, celle-ci a été acquise en 1953. Si vous… Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si, celle-ci, je me souviens plus, celle-ci en 1919. Vous voyez, il a acquis des toiles constamment toute sa vie. Hein, le Van Goyen en 1919 et le Jan Asselin en 1953. Pour bien des collectionneurs, alors, il y a cet aspect, hein, mais il y a quelque chose d'extrêmement important qui rend Lucht familier et indispensable à tous les collectionneurs en dehors de lui-même. Pour bien des collectionneurs, des marchands, des historiens d'art, le nom de Lucht reste associé à deux ouvrages de référence toujours inégalés et indispensables. Si vous avez un ami commissaire-priseur, si vous avez un ami collectionneur de dessins, si vous avez un ami expert, il vous dira que cette phrase-là est parfaitement juste et qu'il ne peut pas y avoir de cabinet d'experts, de commissaires-priseurs, d'amateurs, sans un exemplaire de les marques de collection de dessins et d'estampes. Vous savez que tous les dessins et estampes sont marqués de tampons, on peut appeler ça comme ça, qui sont le signe qui identifie, qui annonce la collection à laquelle ils appartiennent ou ils ont appartenu. Et Lucht s'est attaché à produire un livre qui répertorie toutes les marques de collection de dessins et d'estampes. Ce qui, pour des gens qui organisent des ventes aux enchères, pour des gens qui veulent évaluer la valeur d'une œuvre, etc., est absolument indispensable. Donc, les marques de collection de dessins et d'estampes parues en 1921, avec un supplément en 1956. Dans ces livres, aujourd'hui actualisés et disponibles en ligne sur le site de la Fondation Custodia, on trouve une masse d'informations sur les collectionneurs et les moindres vicissitudes des œuvres passées dans leurs mains. Sa deuxième entreprise, et alors là, c'est absolument c'est fou, hein, pharaonique, considérable, réalisée avec plusieurs assistants, aboutit aux 4 volumes de répertoire des catalogues de vente publique, c'est-à-dire qu'il s'est amusé à répertorier tout ce qui avait été vendu, avec les estimations et les prix finalement atteints, dans des ventes publiques à partir de 1600 jusqu'à, voilà. Hein. Donc, du répertoire du catalogue de vente publique, fondé sur son énorme collection personnelle de catalogues, le premier tome qui décrit et analyse ceux des années 1600-1825, paru en 1938. Et là, vous avez les 2 moments de l'édition des marques de collection de dessins et d'estampes, 1921, et puis le supplément en 1956. L'autorité internationale de Lucht en tant qu'expert est amplement démontrée par le fait qu'il fut chargé d'établir les catalogues de dessins flamands et hollandais, excusez du peu, du Louvre, de la Bibliothèque nationale et de l'École des beaux-arts de Paris. Pendant leur séjour aux États-Unis, où ils passèrent les années de guerre, les Lucht avaient été très impressionnés par les initiatives des mécènes et autres amateurs d'art. Ça, c'est classique. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les musées américains, évidemment, c'est une évidence. C'est-à-dire que dans un musée américain, aucune salle n'est sans avoir marqué au-dessus de l'entrée de la salle le nom du donateur.
Et vous ne pouvez pas voir un seul tableau dans une collection de musées américains où dans le cartel qui accompagne le tableau ne soit indiqué le nom du donateur, puisque, vous le savez, contrairement à ce que les gens croient, les droits de succession sont extrêmement élevés aux États-Unis, tout simplement parce que les pères fondateurs avaient décidé que hériter de la richesse, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut vous dissuader d'en créer. Or, évidemment, dans un pays réformé, même si Max Weber n'avait pas encore écrit Éthique protestante et origine du capitalisme, l'idée, c'est que le travail, c'est l'opportunité de contribuer à l'œuvre créatrice volontairement jamais achevée de Dieu. Dieu s'est retenu de créer le monde parfait pour que l'homme puisse le porter à la perfection par son travail. Il est donc normal que l'homme soit rémunéré, mais en même temps, il faut que l'homme rende à la société sans laquelle il n'aurait pas pu accomplir ce travail et être rémunéré par cette richesse. Il faut qu'il rende à la société, d'où effectivement les fondations et l'extraordinaire travail de mécénat et de donation qui existe aux États-Unis. Donc, j'avais été très impressionné par les initiatives des mécènes et autres amateurs d'art. C'est ce qui détermina en 1947 leur décision d'instituer la Fondation Custodia. La Fondation Custodia, c'est un modèle américain transporté effectivement en Europe pour lui transmettre leur collection. Le projet de créer un centre d'art et de recherche aux Pays-Bas ayant échoué, j'avoue que je n'ai pas réussi à trouver pourquoi cet échec, qui me paraît effectivement assez étonnant, mais je ne sais pas. Il y a probablement quelque chose qui… Voilà. Les Lucht décidèrent de s'établir en France, leur seconde patrie. Ils achetèrent un hôtel particulier à Paris, l'hôtel Turgot, pour y installer la collection Fritz Lucht. Et vous avez ici, évidemment, les deux Lucht, monsieur et madame, avec leur fille Irène, l'une de leurs 5 enfants, à La Haye en 1950. Et là, vous avez Lucht qui a été un immense travailleur apparemment jusqu'à sa mort et qui est à nouveau en train de travailler, d'explorer les réserves de la Fondation, bien sûr. Une seule biographie réalisée par un Hollandais, mais publiée en anglais, qui s'appelle Living for Art, une vie pour l'art. Et alors, ce qu'il y a de très étonnant, pour ceux d'entre vous qui connaissent la Fondation, évidemment, ce n'est pas une découverte, mais pour les autres, je ne saurais trop vous inviter à prendre un peu de temps, parce que vous allez rentrer à la Fondation. Sur la droite, vous avez évidemment l'accueil, la vente des billets, la librairie. Vous allez monter au premier étage pour l'exposition, peindre effectivement sur le motif. Et puis, ne ratez pas au sous-sol, à chaque fois que vous avez une exposition qui est tournée vers la dimension historique de la collection, vous avez en même temps au sous-sol la mise en valeur d'un artiste contemporain. Et en ce moment, vous avez un personnage qui s'appelle Charles Donker. Peut-être certains d'entre vous connaissent un des membres de notre association qui s'appelle Pierre-Yves Cosset, très grand ami de Michel Rocard, ancien commissaire au plan. Et Pierre-Yves tient un blog et il a écrit sur l'exposition Donker des choses que je trouve absolument remarquables. Cette exposition, elle double complètement l'exposition dont nous allons parler maintenant. Je vous ai rapporté rapidement quelques éléments du travail. C'est un très grand graveur et créateur d'estampes, et en même temps aussi un très grand aquarelliste, avec une précision du dessin dans la pomme de pin que vous voyez là remarquable, et puis une capacité à enchanter le regard dans l'aquarelle qui est ici forêt de nuages, arbre dans la forêt tropicale près d'Utuana en Équateur en 2003. Moi, Donker, je trouve que c'est un très beau moment. Donc, prévoyez un peu de temps parce que quand même, l'exposition dont nous allons parler maintenant est assez ample, même si les toiles sont petites, on va voir pourquoi dans un instant, mais Donker, c'est quand même très intéressant. Alors, un petit élément de bibliographie, vous avez vu tout à l'heure la revue que vous trouverez à la sortie, le catalogue, et ça c'est typique de la Fondation Custodia, vous avez deux catégories de catalogues en français et en anglais, le même catalogue en français et en anglais. Et alors, je vous signale que la maison n'est pas sans générosité, parce que quand vous allez monter à l'étage pour aller voir l'exposition, avant d'entrer dans la salle, on vous remettra un sorte de petit livre dans lequel vous avez répertorié chacun des tableaux présentés, accompagné d'une petite note descriptive de 25 ou 30 lignes. Donc, vous repartirez, même si vous n'achetez pas le catalogue, vous repartirez offert par la Fondation avec un instrument de regard et de travail tout à fait exceptionnel. Alors, bon, ils ne l'ont pas retrouvé. Si un jour vous trouvez ce livre, L'art du paysage de Kenneth Clark, c'est un livre effectivement fondamental sur le paysage.
Clark, je le redis brièvement parce que quelquefois les gens me disent mais où est-ce qu'on peut regarder ou voir des choses qui ne soient pas trop ennuyeuses et qui en même temps soient assez… Voilà. Alors, Lord Clark, en fait, il ne s'appelait pas Lord au départ, il a été anobli par la reine parce qu'il est… Alors ça, c'est vraiment fabuleux. C'est le premier critique d'art à avoir pensé à utiliser la télévision pour parler d'histoire de l'art. Alors, je vous parle d'il y a 60 ans. Hein, voilà. Et aujourd'hui encore, vous pouvez trouver en DVD l'ensemble des émissions qu'il avait réalisées pour la BBC, qui sont absolument remarquables, et qui s'appellent Civilization, tout simplement, la civilisation. D'où le fait que je crois, quand vous êtes anobli, il est devenu Lord Clark, bien sûr, et quand vous êtes anobli, vous associez à votre nom le nom d'une localité en Angleterre. Lui, je crois que c'est Hyde, cette petite cité balnéaire sur le sud, sur la côte sud de l'Angleterre, pas très loin de Douvres. Mais en Angleterre, tout le monde l'appelait Lord Clark of Civilization, hein, tout simplement, parce que c'est vraiment à cause de ça qu'il a été anobli. Et j'ai ça chez moi, je re-regarde ça régulièrement et je trouve que c'est vraiment à la fois très remarquable, un anglais parfait, et c'est merveilleusement illustré. Hein. Le livre existe en français, malheureusement sans illustration. Essayez plutôt de mettre la main sur une édition anglaise parce que voilà. Michel Baridon, c'est quelqu'un pour moi de très important. Vous le savez, c'est lui qui, dans la collection de bouquins Robert Laffont, a publié cette somme sur les jardins, très, très grand spécialiste des jardins anglais, hein, et qui avait publié chez Actes Sud Naissance et Renaissance du paysage. Et puis, vous avez le livre, alors vous le savez, Alain Méraud était professeur à Paris 4 en histoire de l'art, spécialiste du XVIIe siècle français, donc spécialiste du paysage franco-romain, c'est-à-dire Claude Gelée-dit le Lorrain, et puis Nicolas Poussin, et puis le beau-frère de Poussin, Gaspard Duguay, et il a publié cette étude générale sur le paysage en peinture à partir de sa passion pour le paysage français du XVIIe. Et puis, très récent, quelques semaines, ce livre de Estelle Zong-Mengual, probablement ceux d'entre vous qui suivent le Collège de France de près, vous aurez reconnu le nom, Apprendre à voir, et qui est une manière de regarder le paysage à partir d'une préoccupation environnementale, extrêmement intéressant. Et puis, bon, certains d'entre vous le savent, Olivier Mellet a été longtemps conservateur de la collection anglaise au Louvre. Il est ensuite parti à Dallas, où il a été directeur de collection européenne au musée de Dallas. Et maintenant, il occupe une position absolument remarquable dans le système muséal américain. Il est directeur de la fondation Clark à Williamstown, dans le Massachusetts. Vous savez, Stephen Clark était l'héritier le plus important de la maison Singer. Et avec les machines à coudre, mon Dieu, on peut faire pas mal d'argent. Il avait donc une collection époustouflante. Alors, c'est un homme qui collectionne dans les années 30, 40, 50. Et c'est sûr qu'après Hiroshima et Nagasaki, il ne veut pas mettre sa collection dans un endroit où elle pourrait être victime d'un bombardement atomique. Donc, il la met au fin fond du Massachusetts, là où il est allé au college, entre l'enseignement secondaire et l'université. Et la collection est là. On vient aujourd'hui de refaire tous les bâtiments d'accès confiés à Tadao Ando, un pavillon en pleine nature en montant une colline vers les Appalaches consacré à l'art contemporain. Et vous le savez, Stephen Clark avait épousé ce qu'on appelle en français une grande horizontale qui s'appelait Francine. Elle aimait Renoir et donc il lui en a offert 34 car quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Et Olivier Mellet donc a fait dans la collection Découverte Gallimard cette excellente étude sur Turner qui s'appelle L'incendie de la peinture. Et c'est vrai que Turner est assez présent, non pas tant dans l'exposition que dans l'arrière-plan culturel et esthétique de l'exposition. Et puis aussi, très grand spécialiste du paysage français aujourd'hui, Pierre Watt, Paysage entre nature et histoire. Ça, c'est un livre d'art qui peut constituer un cadeau, soit que vous offrirez, soit qu'on vous offrira, soit que vous vous offrirez. Et voilà. Alors, venons-en maintenant au projet de l'exposition. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la pratique de l'esquisse de paysage réalisée à l'huile. Alors ça, c'est très important. Vous n'allez pas trouver des œuvres que des artistes auraient considérées comme achevées ou importantes. Vous allez tomber sur ce qu'on pourrait appeler des carnets de travail, c'est-à-dire des œuvres dont les dimensions sont petites et qui étaient destinées effectivement à préparer
de grandes œuvres, grandes par la taille, Louis-Léopold Robert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce Neuchâtelois suicidé à Venise, n'est allé en Italie que pour préparer des esquisses destinées ensuite à faire de grands tableaux qui célébraient la vie rurale dans la campagne suisse, etc. Mais voilà. Hein. Donc, ce sont des esquisses, n'oubliez jamais. Et alors là, c'est très simple. Pourquoi ce sont des esquisses? Parce que, évidemment, elles sont peintes à l'huile et que vous ne pouvez pas rester très longtemps à peindre à l'huile en plein air tant que vous n'avez pas de la peinture en tube. Ça, c'est évident. On dit dans toutes les grandes histoires de l'art que probablement l'impressionnisme est une des écoles picturales qui dépend le plus d'une innovation technologique. Tant qu'on n'a pas eu de la peinture en tube, ce n'était pas possible de rester longtemps dehors à peindre sur le motif. Il fallait aller sur le motif, faire des esquisses, puis ensuite rentrer dans l'atelier pour travailler. Il a fallu attendre la peinture en tube pour que Monet puisse aller se mettre devant la façade de la cathédrale de Rouen et puis qu'il épie la manière dont la lumière faisait bouger finalement la cathédrale de Rouen au fur et à mesure de la trajectoire du soleil. Et vous le savez, un des cas les plus extraordinaires, c'est un monsieur qui s'appelle Paul, Cézanne de son nom, hein, qui, dans la petite rue qui est au bout du cours Mirabeau à Aix, part tous les matins vers 6h moins le quart, parce qu'il ne veut pas rater la première messe du matin à la cathédrale Saint-Sauveur. Paul Cézanne n'a jamais manqué de son vivant quand il s'est installé à Aix définitivement la première messe du matin à la cathédrale Saint-Sauveur. Si vous connaissez Aix, ensuite vous continuez en montant vers l'atelier, mais il ne va pas à l'atelier pour travailler, il va à l'atelier pour préparer son matériel. Ensuite, il met ça sur ses épaules et il s'en va sur le motif, c'est-à-dire face à ce qui est pour lui l'équivalent de la cathédrale de Rouen, c'est-à-dire la montagne Sainte-Victoire, qui est effectivement à 6-7 minutes à pied de la première vue qu'on a de la Sainte-Victoire, c'est à 6-7 minutes de l'atelier de Cézanne. Donc là, on n'est pas du tout dans des toiles terminées, on est dans des esquisses de paysages réalisées à l'huile en plein air et qui se répandent largement à travers l'Europe. Nourris par les écrits des philosophes, les questionnements scientifiques et le sentiment poétique, les artistes s'aventuraient hors de leur atelier, munis d'un matériel portatif, pour travailler sur le motif, s'exerçant ainsi l'œil et la main à la transcription des fugitifs effets de lumière et d'atmosphère. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, du travail préparatoire. Je ne le redirai peut-être pas, mais par exemple, on va parler d'un certain nombre de peintres danois. Les peintres danois, quand ils venaient en Italie, ils ont bien sûr un atelier, d'ailleurs un atelier collectif où ils travaillent tous un peu. Ils ont leur bistrot préféré où ils se retrouvent régulièrement. Et puis, quand ils repartent au Danemark, par exemple, ils prennent une malle, ils mettent toutes leurs esquisses dans la malle et ils ne feront les tableaux définitifs que de retour à Copenhague dans leur atelier, quand ils auront montré les esquisses à l'aristocratie ou la grande bourgeoisie danoise, qui dira « Ah oui, moi, ça m'intéresserait d'avoir ça chez moi, etc. etc. » Voilà. Alors, il est question ici de philosophe, de questionnement scientifique et de sentiment poétique. Alors, philosophe, on ne peut pas faire l'économie de lui. C'est-à-dire Edmund Burke, qui, à l'âge de 28 ans, va publier un texte qui va absolument prendre l'Europe by storm, hein, voilà, et qui est cette fameuse enquête philosophique sur l'origine de nos idées concernant le sublime et le beau. Avec cette idée qu'il y a une forme particulière du sublime, du beau, qui est essentielle, c'est le sublime, tel que Longin l'avait approché dans l'Antiquité et tel qu'on l'a redécouvert à travers une traduction de Nicolas Boileau-Despréaux, mais tel que, effectivement, les artistes pré-romantiques vont le définir. Alors, je vous le rappelle, parce que je crois que je l'ai déjà dit ici, mais on le refait à toute allure, le sublime, c'est la déstabilisation de la conviction que l'homme a d'être la mesure de toute chose. Il faut revenir ici brièvement, bien sûr, au Léonard, l'homme vitruvien, hein, membre supérieur, membre inférieur écarté, touchant tangentiellement le cercle perfection céleste, le carré perfection terrestre. Donc, l'homme est la mesure de toute chose et la symétrie ordonnatrice du réel est la seule grille de lecture possible, effectivement, du monde vivant. Dès que c'est asymétrique, c'est horrible. Et dès que, effectivement, ça n'est pas proportionné suivant les proportions du corps humain, ça ne peut être que horrible et laid. Hein, voilà. Et le sublime, c'est la redécouverte de ce qui, effectivement, n'est ni symétrique ni proportionné. Hein. Vous avez ici une illustration, évidemment, de Stonehenge par Constable sur l'édition française de Vrin du Burke. Alors, en gros, à toute allure, les formes, hein, c'est évidemment la montagne,
qui vous réduit au statut de petit nain, hein, au pied de la montagne, surtout quand par hasard le nuage vous dérobe la vue de la partie supérieure. Ça, c'est très important. Hein. Le nuage qui dérobe et la nuit, ça vous oblige de passer de la vue à la vision. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas, vous n'avez plus qu'une ressource, c'est l'imagination. Et l'imagination, elle vous peint probablement le réel encore plus fabuleux qu'il ne l'est. Et donc, voilà. Et puis, vous avez la montagne en hauteur, vous avez le gouffre en profondeur. Et là aussi, si par hasard, il y avait un peu de bruit, voir le fond du gouffre, vous l'imagineriez probablement encore plus profond qu'il n'est. Hein. La mer, c'est bien parce qu'il y a les tempêtes, hein, ça c'est merveilleux. Le moine au bord de la mer de Caspar David Friedrich, c'est une manifestation évidente du sublime que je n'ai pas rapporté ici parce qu'on ne peut pas tout remontrer. Et puis, dernier élément, bien sûr, du sublime, la nuit. Parce qu'encore une fois, la nuit, vous ne voyez pas, vous imaginez. C'est-à-dire que vous devenez créateur, hein, par l'imagination. C'est ce que Blake appelle la double vision. Hein. Vous avez chez Blake, qui est le grand pré-romantique anglais, il vous dit de vous méfier comme de la peste de la single vision. Hein. C'est-à-dire que vous voyez un chardon sur le bord du chemin, lui, il y voit la tête d'un homme âgé et ses cheveux blancs. C'est ce qu'il appelle la double vision. Et alors, le représentant horrible de la single vision, c'est Newton. Hein. Newton qui ne croit que ce qu'il voit et ce dont il peut faire l'expérience. Alors que la seule chose qu'il faut croire, c'est ce qu'on ne voit pas. Hein. Je vous rappelle que sur la tombe de Blake à la cathédrale Saint-Paul à Londres, vous avez le premier quatrain de ce qu'on appelle les Auguries of Innocence qui est gravé et qui disent, alors ça c'est magnifique, hein, To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Voir un monde dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de votre main et l'éternité en une heure. C'est-à-dire, ne vous confiez pas à ce que vous voyez, entrez dans l'ordre de la vision. C'est le seul moyen, effectivement, d'être véritablement homme. Alors, Burke, ça a fait tellement de bruit que, vous savez, un petit philosophe pas très connu, hein, s'est dit, il faudrait répondre à ça. Hein, il faudrait, en tout cas, continuer là-dessus. Et donc, en 1764, je n'ai pas retrouvé de page de l'édition originale qui soit suffisamment pixelisée sur Google, donc c'est une édition de 1770. Mais le fameux opuscule Observation sur le sentiment du beau et du sublime, qui est visiblement, sinon une réponse à Burke, au moins une prise en compte des intuitions de Burke, c'est 1764, bien sûr. Et alors, il y reviendra, parce qu'il y revient toujours, hein, en 1790, avec la troisième critique, la critique de la faculté de juger. Vous savez que Kant a écrit 3 critiques. La première, 1781, première édition, 1787, deuxième édition, la raison pure, c'est-à-dire la connaissance, critique de la connaissance. 1788, la raison pratique, l'action. 1790, la critique de la faculté de juger, l'esthétique, le problème du beau et du sens, effectivement. Alors, ça, c'est les philosophes auxquels on ne peut pas échapper. Hein. Tous les gens dont nous allons parler tout à l'heure ne sont peut-être pas des gens qui ont lu Burke, ne sont peut-être pas des gens qui ont lu Kant, mais c'est des gens qui savent que ça existe et que le sublime, c'est la seule chose après laquelle il faut courir. Le reste n'a aucun intérêt. Et alors, évidemment, vous avez aussi des poètes et des littérateurs. C'est sûr que si vous avez quelqu'un qui passe son temps à errer dans les forêts en criant au grand être, il y a un problème. Hein. Et c'est le cas de Jean-Jacques Rousseau, qui vous dit « Jamais la nature ne trompe, c'est toujours nous qui nous trompons ». Et cette idée, finalement, que la nature, qui était quand même jusque-là la nature déchue à cause du péché originel, et donc il fallait rédimer, qu'il fallait sauver. Là, on vous dit, ne cherchez pas à sauver la nature, c'est la nature qui vous sauve. Hein, voilà, ne vous trompez pas. La Grande Germaine, puisqu'il faut bien des présences littéraires, l'infini fait autant de peur à notre vue qu'il plaît à notre âme. Hein, alors ça, c'est très intéressant. L'infini de la montagne dont on ne voit pas le sommet, l'infini du gouffre dont on ne voit pas le fond, l'infini fait autant de peur à notre vue qu'il plaît à notre âme. Et puis, bon, il fallait bien un peu de François René quand même pour. Hein. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines, car j'ai parlé des formes du sublime spatial, il y a un sublime temporel qui est celui, bien sûr, des ruines. C'est-à-dire que tout d'un coup, par les ruines, vous découvrez l'immensité du temps, et de même qu'au pied d'une montagne immense ou d'un gouffre vertigineux,
vous vous sentez vous-même complètement fragile et finalement tout sauf la mesure de toute chose, quand vous voyez les ruines et que vous réfléchissez au temps, vous êtes obligé de vous dire que finalement, vous n'êtes pas grand-chose non plus dans le temps. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence, comme l'écrivait Chateaubriand dans Le génie du christianisme en 1802. Et puis, je ne vous cache pas que j'ai ressorti une passion un peu perverse, hein, c'est-à-dire, tout simplement, mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime, plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours. Quand tout change pour toi, la nature est la même, et le même soleil se lève sur tes joues. Alors, vous connaissez le début du poème, mon cœur lassé de tout, même de l'espérance, n'ira plus de ses feux, importe quel sort. Prêtez-moi seulement, ballon de mon enfance, l'espace d'un instant pour attendre la mort. Mais ça, c'est magnifique. Mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime. Et les peintres qui sont présentés sont des peintres qui, chacun à sa manière, participent du Rousseau, participent du Germaine de Staël, participent du Chateaubriand, participent du Lamartine. Hein, c'est clair. L'Italie était au cœur de cette tradition. Venus de l'Europe entière, les artistes affluaient dans le sud pour peindre les monuments de Rome et les paysages idéalisés de la campagne romaine. La plupart de ces esquisses à l'huile ignorent toutefois les sites célèbres. Attention, ça c'est important. Hein. S'ils avaient voulu faire des sites célèbres, ils auraient été dans leurs ateliers pour faire des grands tableaux. Mais là, ils apprennent finalement la beauté de l'ordinaire. Hein. La plupart de ces esquisses à l'huile ignorent toutefois les sites célèbres et s'intéressent à des lieux sans prétention et à des aperçus de la nature restitués avec spontanéité, la forme mouvante d'un nuage, la texture d'une écorce d'arbre, le flot rapide d'un cours d'eau. Rappelez ici quand même l'importance de quelqu'un que peut-être on oublie un peu trop, Pierre-Henri de Valenciennes, hein, dont énormément des gens français dont nous allons citer le nom ont été à un moment ou à un autre des disciples. Et quand vous regardez Pierre-Henri de Valenciennes à Rome, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'intéresse pas forcément à des choses historiquement très somptueuses ou très essentielles. Hein. Des toits, un campanile et un cyprès. Alors, c'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas énormément de cyprès, ou il n'y en avait pas énormément à l'époque. Hein. Ou même, regardez ça, hein, loggia à Rome, le toit au soleil. Et vous devinez vaguement que la loggia sert d'étendoir au linge, effectivement, de. Hein, voilà. Et puis un autre dernier Pierre-Henri de Valenciennes, avec effectivement une écurie, et puis des vaches qui sont là, chacune dans leur stall sur le côté, ou des chevaux, et puis au-dessus des ruines qui, voilà. À mi-chemin entre peinture et dessin, ces études de paysage constituaient un matériel de travail qui ne sortait guère de la sphère privée de l'artiste, une ressource précieuse dans laquelle il était possible de puiser à loisir pour insuffler fraîcheur et immédiateté à de grandes compositions d'ateliers. Encore une fois, quand vous commencez à vous intéresser au siècle d'or de la peinture hollandaise, c'est-à-dire fin 18e, début 19e, tous ces gens-là, on en avait parlé ici d'ailleurs, hein, tous ces gens-là sont allés en Italie et tous ces gens-là ont rapporté des esquisses qu'ils ont transformées ensuite en œuvres pour répondre à une demande suscitée par le regard porté par des clients éventuels sur les esquisses rapportées d'eux. Et évidemment, vous avez quelqu'un qui, lui, va pratiquer là aussi une peinture ou une image, une création d'image sur le motif, c'est-à-dire l'aquarelle, c'est bien sûr Turner, avec ici le lac de Genève et le Mont Blanc dans le lointain. Le lac de Genève et le Mont Blanc, ce sont des figures traditionnelles, la présence du Mont Blanc, dont vous aurez remarqué comme par hasard qu'un nuage est en train de s'approcher pour en dissimuler le sommet, de manière à ce que vous puissiez imaginer probablement encore plus haut qu'il ne l'est vraiment, et en être encore plus ébloui, émerveillé. Voilà. Le mot anglais pour le sublime, c'est awe, A-W-E. Awestruck, ça veut dire frappé d'une sorte de crainte religieuse. Awe, c'est vous êtes saisi d'une crainte qui va à l'extraordinaire dimension du créateur qui a pu produire quelque chose comme ça. Voilà. Alors, sur le motif peindre en plein air, on va parcourir maintenant tranquillement, évidemment, les différentes sections de l'exposition. Alors, la première série, peindre en plein air, elle consiste à vous montrer des gens qui peignent en plein air, bien sûr. Hein. Et ici, vous avez un personnage qui est très important. Ce personnage s'appelle Richard Wilson, c'est un Gallois.
quelqu'un qu'on avait un peu oublié au profit de Turner et de Constable et qu'on a largement redécouvert depuis à peu près une quarantaine d'années. C'est quelqu'un qui est allé en Italie, qui a beaucoup peint en Italie. Ici, bien sûr, on est à Tivoli, à Tibur, avec sur la hauteur le temple de Vesta et puis les cascades. Alors, les cascades, c'est important, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'il y a d'abord cette espèce de mouvement de descente incontrôlé et assez terrifiant. Deuxièmement, la cascade produit de la vapeur qui vous empêche de voir avec précision. Et troisièmement, la cascade produit du bruit. Et cette combinaison, si vous voulez, de la chute, de la vapeur qui vous empêche de voir et du bruit, c'est très important dans effectivement le fonctionnement du sublime, puisque tout ça requiert votre travail, le travail de votre imagination. Alors juste parce que Richard Wilson, c'est quand même quelqu'un de très important, à la fin de sa vie, il est retourné dans son pays Galles natal, il est allé dans les montagnes de son pays de Galles et il a produit ce genre de choses que moi j'aime beaucoup, bien sûr, le fameux Kader Idriss, hein, qui est c'est un volcan dont le cratère a été remplacé par évidemment de l'eau, un lac, et et alors vous sentez bien que si on a mis les personnages qui sont là, c'est pas par hasard, c'est pour vous montrer vraiment à quel point l'homme est tout petit et ridicule, il n'est absolument pas à la mesure de toute chose et ferait mieux de s'imprégner et de s'émerveiller et d'adorer, awestruck, hein, la magnificence de la nature qui est la visibilité finalement de Dieu. Hein, voilà. Alors, Jules Coignet, hein, voilà, ça c'est vraiment très important, ça vous montre comment ils font. Hein. Ils partent avec leur petit matériel de campagne, avec leur parasol pour se protéger du soleil. Quand il pleut, en principe, ils ne sortent pas. Hein. Et puis, protégés par le parasol, eh bien, vous voyez, une petite toile, hein, ce n'est pas très grand, sur une petite toile qui est généralement faite pas une toile, mais du papier, hein, ils peignent et ensuite ils colleront le papier sur éventuellement de la toile ou voilà. Hein. Bon. Et vous avez en face de vous, bien sûr, alors vous pensez bien que la dimension du personnage peignant par rapport à la montagne qu'il est en train de peindre, là, vous êtes en plein sublime. Vous n'avez même plus besoin que je vous le raconte, vous savez par cœur dès que vous voyez. Alors ici, c'est quand même Corot à son chevalet à Crécy-en-Brie. Hein. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement des montagnes, c'est un peu tout qui est l'objet de ces esquisses en plein air. Le but n'étant pas ce qui est fait là, c'est ce qui sera fait dans l'atelier à partir de ce qui a été fait là. Et la représentation de Corot en train de peindre dans la nature, voilà, hein, Charles Desavaries, qui est un des grands photographes, un des premiers grands photographes français, vous fait ici une photographie de Camille Corot à son atelier, à son chevalet, à Saint-Nicolas-les-Arras, vers à peu près 1875. Hein. Alors là, on est en pleine Italie, à Civita Castellana. Peut-être certains d'entre vous se souviennent d'être venus avec moi effectivement dans la Tuscia, cette région magnifique au nord de Rome où tous les cardinaux partaient en courant l'été pour éviter la chaleur de Rome. Hein, vous avez le fameux palais Caprarola des Farnèses qui est magnifique, la Villa Lante au départ, Villa Gambara à Bagnaia, et puis vous avez l'extraordinaire parc de Beaumarzo qui sont là à 10-15 kilomètres les uns des autres, parce que tous ces gens-là se connaissaient, étaient des amis et se retrouvaient l'été loin de Rome pour. Et vous avez cette petite ville qui s'appelle Civita Castellana, où quand on emmène des gens là-bas, on séjourne à l'hôtel Falisco, et c'est dans une forte. Alors, autour de Civita Castellana, vous avez les collines de la Tuscia, qui sont extrêmement boisées, et c'est dans la colline de la Tuscia boisée que… Et alors, je trouve celui-ci fabuleux, parce que vous voyez bien que ce n'est quand même pas quelque chose que vous allez vendre, hein, parce que si ça, c'était du produit définitif, vous auriez fait attention à ne pas en écorner une partie. Hein, et ça, c'est vraiment… Ça montre bien le statut d'esquisse, le statut de travail préparatoire de… Alors ça, c'est très émouvant. C'est un peintre anglais qui s'appelle Joseph Severn, qui est né dans la banlieue londonienne en 1793 et qui mourra à Rome en 1879. Et il s'est représenté lui-même en train de faire une esquisse dans les thermes de Caracalla à Rome vers 1838-1839. Seulement à ce moment-là, effectivement, il a traversé une des expériences les plus fondatrices de sa vie. Il a eu la chance
d'être l'ami très proche de quelqu'un d'essentiel dans l'histoire de la littérature anglaise, c'est-à-dire John Keats, le plus grand, probablement, poète romantique anglais. Et vous avez ici un portrait de Keats par Severn, réalisé en 1819. Et vous le voyez, Keats est né en 1795, mort en 1821. Il meurt donc à l'âge de 26 ans de la tuberculose. Et c'est Severn qui va en partie le convaincre de quitter l'Angleterre pour essayer de se sauver de la tuberculose en allant s'installer à Rome. Severn va l'accompagner à Rome. Ils vont prendre un logement sur les marches qui conduisent de la place d'Espagne à la Trinité des Monts. Et quand vous descendez de la Trinité des Monts vers la place d'Espagne, la dernière maison sur la gauche, avant d'arriver à la place d'Espagne, c'est la maison où Keats est mort, effectivement, en 1821. Et alors, bon, ceux qui connaissent l'histoire, évidemment, vous savez ça par cœur, mais le bouleversant, c'est que Keats est mort pendant que Severn, qui était peintre, mais aussi musicien, lui jouait les dernières sonates pour pianoforte de Joseph Haydn. Et si vous connaissez la version des dernières sonates de Haydn par Glenn Gould, qui est probablement un des tout derniers enregistrements de Gould, c'est absolument bouleversant de penser que Keats est mort sur, effectivement, cette musique-là. Alors, les arbres, bien sûr, qui vont apparaître. Voilà, alors, évidemment, qu'est-ce qu'ils me font là? Si vous êtes quelqu'un qui vient du Nord, Danemark, Suède, les oliviers, ce n'est pas quand même votre quotidien. Et quand vous allez arriver, parce qu'il y a derrière tout ça, il y a un tout petit côté, effectivement, exotisme. La botanique, elle est exotique. Pouvoir représenter des oliviers, ce n'est pas très, très courant quand vous habitez entre Copenhague, effectivement, Oslo et Stockholm. Ça, voilà. Bon. Et donc, il y a une découverte et là, on peut penser que partant de cette toile qui est un peu plus grande, elle fait 30 cm sur 60, pas énorme quand même. Partant de ça, rapportant ça chez vous, vous allez pouvoir montrer ça à des clients éventuels et leur dire, si vous voulez, moi, je vous fais des oliviers parce que je les ai vus, et voilà. Et puis, vous avez Anton Smink Pitlow, qui est né à Arnhem, donc en Hollande, mourra à Naples. Et là, vous avez utilisé, évidemment, peint sur le motif à l'huile, un petit tableau qui vous représente un arbre mort et qui n'est jamais qu'une variation sur le thème éternel en peinture hollandaise de la vanité. C'est clair que l'arbre mort vous renvoie à votre propre mortalité, c'est évident. De même que vous avez dans les natures mortes de vanité un crâne de mort, vous avez des bulles de savon qui vont exploser à la première occasion, vous avez une mèche qui fume encore, etc. Là, c'est la même chose. Ici, vous avez un très beau tableau de Simon Denis que j'aime beaucoup parce que la source de lumière n'est pas visible. Et que la source de lumière n'étant pas visible, on est encore plus ému par le côté un peu incandescent des feuilles jaunes. Et puis, vous sentez que ces arbres sont suspendus au bord du vide, finalement. On ne voit pas par rapport à quoi ils sont situés. Et cette espèce de position au bord du vide est aussi probablement un des éléments du sublime. Alors, Achille Etna Michalon est un des disciples de Pierre-Henri de Valenciennes dont je parlais tout à l'heure. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Vous utilisez l'esquisse sur le motif pour préparer une illustration d'une fable de La Fontaine. Je n'ai même pas besoin de vous dire laquelle. Vous avez repéré ici, il y a un chêne, et puis de l'autre, vous avez quelque chose qui plie mais ne rompt pas, qui doit être effectivement le roseau. Et donc, ici, l'esquisse sur le motif va permettre de préparer probablement un tableau qui s'appellera le chêne et le roseau. Et puis ici, bien sûr, Constable dans cette East Anglia natale dont il ne sortira pratiquement pas, East Bergholt, avec cette capacité des vers de se renouveler à l'infini et puis en position moyenne par rapport à l'arbre au premier plan à gauche et aux arbres dans le lointain, ces touffes d'orange qui viennent effectivement guider le regard vers le centre du tableau, et puis un Turner qui s'appelle Un grand arbre et qui date de 1796 et dont les formes totalement asymétriques
et complètement, d'une certaine façon, contournés, grotesques, tordus, etc., font partie, bien sûr, dans l'irrégularité d'un des aspects du sublime. Les eaux, les rochers, les rivages. Ici, Turner, parce que le drame de Turner, ça a été quand la France et la guerre étaient en Angleterre fin 18e, début 19e, et malheureusement, c'est arrivé souvent. Et donc, à chaque fois qu'il y avait la paix entre la France et l'Angleterre, en particulier la paix d'Amiens, ils sautaient dans un bateau et ils partaient. Et le but, c'était deux choses, traverser les Alpes et les traverser de la manière la plus vertigineuse possible pour être vraiment dans le sublime, et puis ensuite, bien sûr, Venise. Alors, il est allé dans des tas d'autres endroits en Italie, mais en gros, quand même, la traversée des Alpes et Venise, c'est fondamental. Regardez, donc ici, il s'agit de bateaux au large, enfin très légèrement au large du Havre. Donc c'est au moment où il arrive, bien sûr, d'Angleterre avant de débarquer sur le continent. Ça, Morgenstern, qui est un peintre allemand né à Hambourg en 1805 et mort en 1867 à Munich, c'est pas l'Italie, c'est la Haute-Autriche, hein, Oberösterreich. Et là, vous avez vraiment ce qu'est le sublime, c'est-à-dire à la fois l'irrégularité des formes des rochers, l'irrégularité de l'eau qui tombe effectivement en cataracte, la vapeur qui est produite et l'illisibilité des formes, et puis très probablement le bruit infernal que fait cette chute d'eau. Et ça, tous ces éléments contribuent effectivement à empêcher votre raison de fonctionner. Vous débranchez la raison pour être dans la sensation et l'imagination. Et étant dans la sensation et l'imagination, vous êtes vraiment au cœur du sublime. Cela dit, vous pouvez avoir des scènes extrêmement paisibles et calmes, comme Wilhelm Kien, qui est un des Danois importants, mais pas absolument majeur, fin 18e, début 19e. Et puis, Caspar Wolf. Alors, Caspar Wolf, c'est très important. On le considère généralement comme le premier peintre romantique avec Caspar David Friedrich. C'est un Suisse. Hein. Alors, la chute d'eau est moins impressionnante, mais ce qui est extrêmement impressionnant, ce sont bien sûr la puissance, la force matérielle des rochers et l'irrégularité de leur forme, à la fois dans les lignes de la silhouette et de la périphérie, et en même temps dans les creusements et dans les saillies de la masse des rochers. Cette irrégularité absolue qui est considérée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle comme laide. Hein. Pensez bien qu'on ne va pas dans les montagnes. Les montagnes, c'est laid. Hein. Ça n'est pas symétrique, les lignes sont déchiquetées, il n'y a pas d'ordonnancement visible, et c'est très intéressant de voir que la première ascension du Mont Blanc, qui doit être 1783, 85, quelque chose comme ça, correspond en plein avec le développement du sublime, bien sûr. Hein. Ici, Isabelle. Alors, moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aurais dû rapporter peut-être quelque chose, mais vous vous souvenez, quand vous regardez un poussin attentivement, vous vous apercevez qu'il y a toujours dans les grands poussins, vous avez une masse rocheuse d'où émerge une architecture humaine. Et l'architecture humaine, vous suggère Poussin, c'est ce qui vous permet, en la regardant, de comprendre l'architecture divine du monde qui apparaît dans les rochers. L'homme est capable de construire une architecture parce qu'au fond, le monde est architecturé. Hein. Et vous avez ici cette architecture de fort, hein, on est à Berthaume, cette architecture de fort qui surgit d'une certaine manière de l'architecture du rocher et qui vous invite à lire l'architecture naturelle en passant par le détour de l'architecture humaine. Là, avec le baron Gérard, on est en plein romantisme, on est en plein sublime, la mer déchaînée, c'est-à-dire qui fait complètement perdre le sens de la stabilité, de l'ordre. On est dans le mouvement, on est dans l'incertain, voilà. Hein. Et on retrouve ça chez un personnage comme Heinrich Reinhold, qui est un Allemand venu mourir à Rome en 1825, avec ses vagues sur la côte de Sorrente,
où on retrouve à nouveau cette irrégularité du mouvement, ce bruit, cette véhémence de la nature qui invite l'homme à surtout ne pas se considérer comme celui qui serait le maître de cela, mais plutôt finalement celui qui doit apprendre constamment de la nature. Chez Dahl, qui est un Suédois, aujourd'hui Suédois, mort en Allemagne, chez Dahl ou chez Rorby, aussi danois, vous avez vraiment quelque chose de très intéressant. C'est le regard sur les rochers, hein, avec en plus chez Rorby l'idée du tout petit chasseur, hein, perdu dans l'immensité des rochers, qui sont des blocs toniens absolument fabuleux. Alors là, je pense hein, que ces gens-là, quand on voit l'exposition, on se souvient. C'est des gens qui vont être des contemporains de géologues, de chimistes, qui vont dire, mais attendez, quand on regarde les rochers et qu'on essaie d'analyser leur composition et de réfléchir à ce que la composition nous dit de la datation, alors on est obligé de vous dire que tout ce que la Bible raconte sur l'âge de la Terre, c'est la fameuse controverse sur l'âge de la Terre, tout ce que la Bible vous dit sur l'âge de la Terre, c'est complètement faux. La Terre ne peut pas. Alors la grande question, c'est est-ce que si la Bible se plante sur l'âge de la Terre, elle vous dit n'importe quoi sur tout le reste? Et ça, c'est quand même fondamental. D'un côté, vous avez un Darwin qui va vaguement aussi, mais regardez par exemple ici, Charles Lyell d'un côté, qui est un géologue, et de l'autre Lord Kelvin qui est un chimiste, qui sont des gens qui d'ailleurs, par ailleurs, je crois, resteront des... Mais vous voyez, c'est quand même ce moment, j'oublie maintenant le nom de l'auteur, mais il y a un livre qui a été publié, j'ai déjà dû vous le citer d'ailleurs, un livre qui avait été publié il y a quelques années sur la période victorienne, une sorte d'histoire des idées de la période victorienne, qui s'appelait God's Funeral, l'enterrement de Dieu. C'est vrai que d'un côté, avec le darwinisme, de l'autre, avec Lyell et Kelvin, vous avez des gens qui vous disent, mais qu'est-ce qu'il faut croire dans la Bible? En tout cas, à quoi ça sert la Bible? Parce que si vous allez y chercher l'âge de la Terre, alors la Bible, c'est complètement planté. Et ça, c'est quand même, évidemment, une source d'étonnement. J'aime beaucoup ça qui est d'un peintre femme, Louise-Joséphine Sarrazin-Belmont, née en Versailles et morte à Paris. Et j'aime beaucoup le fait de représenter le paysage sans personne. C'est comme si, finalement, on ne mesurait jamais assez combien il y avait une richesse du paysage qui, finalement, échappait même à la présence humaine. Et on termine avec ce personnage qui s'appelle Thomas Jones, sur lequel on reviendra tout à l'heure, parce que là aussi, comme Wilson, encore plus que Wilson, c'est quelqu'un qui avait totalement disparu des écrans de la critique d'art, en particulier du paysage au XVIIIe siècle. On a retrouvé, lors de successions familiales dans lesquelles certaines toiles étaient conservées, on a retrouvé Jones et il a repris effectivement une position assez étonnante. Bon, je vous mets ça parce que c'est quand même une assez saisissante vue du rocher. Ça s'appelle tout simplement Corsica, la Corse, et c'est de Turner. Et c'est probablement quand effectivement il passe au large de la Corse pour s'en aller vers un peu plus bas en Italie. Alors, beaucoup de gens se rassemblent à Rome. Et Rome, évidemment, c'est le lieu du sublime temporel, c'est le lieu des ruines, c'est le lieu des civilisations mortelles. Et à travers la mortalité des civilisations, le renforcement constant de la prise de conscience de la mortalité individuelle et collective des hommes. D'où l'importance des ruines. Ici, chez Karl Blechen, bien sûr, le Colisée. Corot, regardez, Corot est capable de voir un aspect riant et charmeur de Rome, cette île sur le Tibre, l'île San Bartolomeo, le pont, la présence de l'église, le mouvement évidemment du Tibre, mais Corot peut aussi donner lieu à quelque chose de beaucoup moins charmeur et de beaucoup plus fort. Avec, moi j'aime beaucoup parce que si vous regardez attentivement le Colisée, qui n'apparaît déjà que derrière cet écran d'arcature, le Colisée semble en train de s'enfoncer dans la terre, de disparaître progressivement. Et là, vous avez Eckersberg, alors un des grands Danois, qui vous représente la campagne romaine à partir de 3 arches du nord-ouest du 3e étage du Colisée de Rome.
voilà, avec les nuages, bien sûr. Ici, quelqu'un que vous connaissez probablement si vous êtes des Aixois de temps en temps, puisque vous savez que le musée d'Aix-en-Provence s'appelle le musée Granet et il rend par là hommage à François Marius Granet, qui est le grand peintre aixois du début du 19e siècle, fasciné par l'Italie, avec ici, vous reconnaissez tout de suite, évidemment, la vue de la Trinité des Monts, et derrière l'Académie de France, hein, c'est-à-dire évidemment la ville de la Médicis, et donc le fait qu'un jeune peintre français qui est pensionnaire à la Villa Médicis, bah, il sort de la Villa Médicis, il pose son chevalet sur le bord de la route, et puis il se retourne vers l'endroit où il habite, et il peint l'endroit où il habite. Vous avez donc, alors, la maison de Keats, elle est sur la gauche, en descendant les marches, vers la place d'Espagne. Et là, vous avez d'autres marches assez fabuleuses, c'est les marches de la Raccoelli, vous le savez bien sûr, à Rome, hein, avec à droite, mais Eckersberg ne la montre pas, la place du Capitole, refaite bien sûr par Michel-Ange. Et puis, Eckersberg encore, avec, regardez, un détail évidemment que vous n'introduiriez pas probablement dans un tableau que vous souhaitez vendre, qui est la Cloaca Maxima, c'est-à-dire le grand égout de Rome. Hein. Là, d'une certaine manière, Eckersberg vous emmène vers l'envers du décor, c'est-à-dire ce qu'on ne regarde pas normalement, ce qu'on ne représente pas normalement, c'est-à-dire le système des égouts de Rome. Et ici, vous avez à nouveau Granet représentant la basilique Saint-Jean et Saint-Paul, avec au premier plan, évidemment, des éléments de ruines, et puis là, des éléments de rochers. Hein. Je termine cette vue de Rome avec Turner, hein, superbe aquarelle, d'autant plus intéressante qu'elle mêle le romain et le baroque, et que bien que le romain soit, enfin, le romain étant en ruine, ça veut probablement dire qu'inévitablement, un jour ou l'autre, le baroque sera en ruine aussi, et que rien ne demeure, que tout passe, et que l'homme passe évidemment avec ce passage. Alors, la campagne romaine, c'est l'endroit où on se précipite pour faire du paysage en sortant de Rome. Ici, Jules Coignet et une vue du lac Némi. Rome, en particulier dans le sud, est entourée de lacs, et vous avez ici une vue du lac Némi qui combine la dynamique ascensionnelle du sublime et puis le lac en bas à droite. Ces mêmes lacs serviront d'inspiration à Turner, ici le lac Averne, avec, alors là, par contre, Turner vous explique à quoi le travail d'esquisse va servir. Turner va au lac Averne, il peint le lac Averne, et puis ensuite, alors là, il le fait sur place, mais rendu chez lui, comme tous les autres peintres, il va habiller ce paysage qu'il refait à partir d'une esquisse, il va l'habiller d'une scène du grand genre, c'est-à-dire une scène mythologique venue du monde soit gréco-latin, soit judéo-chrétien. Et dans cette scène, vous avez Énée, qui est en train d'arriver de Troie, bien sûr, et qui tombe nez à nez avec la Sibylle de Cumes. Et vous le savez, bien sûr, Virgile explique que la Sibylle de Cumes va non seulement accueillir Énée sur la terre où il va fonder, bien sûr, la ville de Rome, mais aussi l'accueil sur une terre où on lui annonce qu'une vierge donnera naissance à un fils. On a toujours que les premiers pères, la patristique nous dit que les premiers pères ont toujours conçu cette annonce de la naissance d'une vierge par Virgile, par la Sibylle de Cumes à Énée chez Virgile, est une des pierres d'attente de la révélation chrétienne. Hein. Ici, un autre Danois, Lunde, qui, là aussi, vous voyez, c'est on ne choisit pas de vous représenter un paysage centré sur quelque chose qui attirerait l'attention et qui permettrait ensuite de tenir un discours de nature historique, esthétique, etc. Non, c'est le spectacle, et c'est peut-être pas pour rien que vous avez tout un tas de chemins, et de chemins un peu sinueux, comme si on vous disait promenez-vous, errez et appréciez finalement dans cette promenade et dans cette errance une beauté à la fois simple, mais en même temps essentielle. Et là, vous voyez, c'est chez Théodore Carvel d'Aligny, c'est peut-être encore plus net. Hein. On repousse ce qui semble bien peut-être être des ruines ou en tout cas un phénomène naturel, peut-être on repousse ça
et on met la focale sur simplement le paysage, et un paysage qui est un paysage finalement assez ordinaire. Et voilà. Là, alors évidemment, chez Lundby, vous avez quelque chose qui, grâce à la couleur, transmet une sorte d'élément poétique et exotique assez étonnant. Et puis, chez Michalon, encore une fois, disciple de Pierre-Henri de Valenciennes, on est à Subiaco. Subiaco, c'est un lieu, vous savez, essentiel pour les bénédictins, à la fois Saint-Benoît, et ce que vous avez là, c'est le couvent, évidemment, de Sainte Scolastique, hein, celle qui va, auprès de Benoît, entraîner, enfin, assurer la fondation de l'ordre des bénédictines. Et en même temps, vous voyez bien que le couvent de Sainte Scolastique est perché relativement dangereusement et pas de façon très sûre, et que finalement, ce qui est privilégié, c'est le côté un peu vertigineux, sublime de la falaise, et puis l'inévitable passage du temps incarné par le fleuve avec les remous. Et là, vous avez Corot et une vue assez étonnante du couvent de Saint-Onufre sur le Janicule. Hein. Et là, Léon-François-Antoine Fleury, avec la tombe de Cecilia Metella, dont on sait qu'elle était un but de promenade de tous les artistes qui travaillaient à Rome. On partait avec son petit chevalet de campagne et son petit matériel de peinture, et on allait s'installer pas très loin de cette architecture assez spectaculaire pour rendre compte du dialogue entre architecture et nature, même dialogue qu'on retrouve ici dans la vallée près de Vietri chez Turner. Alors, on a parlé de la hauteur, on a parlé de la profondeur, on a parlé de la nuit, on a parlé du sublime du temps. Inutile de vous dire que quand la théorie du sublime a commencé à se répandre, un des aspects essentiels du sublime, ça a été bien sûr le volcanique. Jusque-là, le grand tour des aristocrates, surtout anglais, puisque vous savez, vous ne pouviez pas être un aristocrate anglais légitime si vous n'aviez pas fait après soit un précepteur à la maison, soit une public school, c'est-à-dire avec le goût de la contradiction anglaise, une école privée, suivie par l'une des deux universités, de préférence bien sûr Oxford, mais bon, faute de mieux, Cambridge. Et là, après, il fallait partir. Il fallait partir 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant les fonds que vous allouait votre père. L'itinéraire était extrêmement réglé jusqu'en 1757. Jusqu'en 1757, l'itinéraire, c'était on essayait d'éviter les Alpes, on arrivait à Florence, de Florence, on descendait à Rome, de Rome, on remontait à Venise, de Venise, on allait à Vicence avec les 4 livres d'architecture d'Andrea Palladio sous le bras, on prenait des notes, on revenait à Londres et on disait à papa, il faudrait quand même être un peu moins plouc, hein, c'est-à-dire il faudrait quand même… D'où le néo-palladianisme anglais du 18e qui a transformé toutes les demeures aristocratiques anglaises autour de Londres, en particulier grâce à ce personnage qui s'appelle Robert Adam et qui est fondamental. Quand le sublime a commencé à devenir à la mode, plus question d'éviter les Alpes. Il faut traverser les Alpes pour pouvoir dire « Oh là là, le vertige, maintenant je sais ce que c'est. Hein ». Voilà. Bon. Et puis, il a fallu rajouter une étape, c'est le volcan. Parce qu'évidemment, quelle est la chose auprès de laquelle vous vous sentez vraiment tout petit et réduit à presque rien? C'est une bonne éruption volcanique de derrière les fagots. Alors, bon, ce que vous espérez, c'est pouvoir aller à Naples, monter au Vésuve et que ça bouge un peu, pas trop quand même. Hein, voilà. Et là, vous avez effectivement ce tableau de Louis-Léopold Robert dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, où vous avez au premier plan, évidemment, Naples et à l'arrière, bien sûr, le Vésuve. Ici, Edgar Degas, avec le château, ou plutôt la chartreuse Sant'Elmo. Hein, vous savez qu'il y a 2 grandes collines qui dominent Naples, une sur laquelle vous avez Capodimonte, le musée absolument fabuleux, et l'autre, la chartreuse de Saint-Elme. Et ici, depuis Capodimonte, depuis la colline de Capodimonte, Degas vous montre effectivement la structure de la chartreuse de Saint-Elme. Et vous vous souvenez, j'ai parlé tout à l'heure de ce peintre anglais Thomas Jones, qu'on va redécouvrir il y a environ une vingtaine, trentaine d'années, à partir de ces étonnantes vues de Naples, dont la qualité principale aux yeux de la critique aujourd'hui est leur ordinarité complète. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est ni noble, ni esthétiquement bouleversant, ni quoi que ce soit, peut devenir le sujet de la peinture. Hein. Je pense que tout le monde ici connaît par cœur la phrase de Gide, enfin la formule de Gide, que l'intensité soit dans le regard et non dans la chose regardée.
hein. Et là, vous êtes exactement là. L'intensité, elle est dans le regard et pas dans la chose regardée, que ce soit dans cette première vue de Thomas Jones ou dans cette deuxième vue, hein, où vous voyez très bien que le crépi est en train de sauter et de révéler finalement les pierres qui ont servi à construire la maison. Et vous avez la lingerie intime qui pend à la fenêtre. Et on est là en 1812-13. Donc, voilà. Hein. Ici, Fleury, la baie de Naples, et puis alors, Dal, bien sûr, hein, le Vésuve. Encore une fois, ça, c'est le rêve. Que ça fume un peu et que ça bouge un peu. Pas trop, hein, mais si ça peut fumer un peu et bouger un peu, ça, c'est quand même génial. Hein. Et regardez ici Thomas Jones, dont vous venez de voir les deux façades assez étonnantes de Maison de Naples, qui, lui, visiblement, est monté jusqu'au cratère, ou pas très loin du cratère, et qui a eu la chance de voir des fumerolles. Mais si vous regardez Anicet Charles Gabriel Lemonnier, lui, il était là en 1779, et en 1779, évidemment, le Vésuve a connu une de ses éruptions les plus formidables de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et ça, c'est bouleversant, parce que vous avez un personnage qui essaie désespérément de rendre compte de quelque chose dont il vaudrait mieux rendre compte par la photographie, ça serait tellement plus parlant, mais là, il essaie de rendre compte par la peinture de cette espèce de mouvement incandescent qui vient animer la surface du paysage. Et puis, vous avez là, bien sûr, Jean-Charles Raymond qui vous parle de l'éruption du Stromboli. Alors, vous avez là Turner qui vous montre la villa de Sir William Hamilton. Je vous rappelle que Sir William Hamilton est le mari de Emma Hamilton, la maîtresse de Lord Nelson, et qu'il va se consoler de l'infidélité de sa femme en écrivant deux livres, c'est assez traditionnel, un sur les éruptions volcaniques et l'autre sur… Alors, les éruptions volcaniques, c'est le sublime, et l'autre, bien sûr, il va faire ce livre sur les poteries qu'on découvre dans les fouilles d'Herculanum et de Pompéi, parce qu'il n'y a pas simplement, si vous voulez, le Vésuve en tant que sublime d'énergie et de décréation de forme et recréation de forme. Il y a aussi le sublime temporel des ruines d'Herculanum et de Pompéi, dans lequel on trouve des poteries qu'on va baptiser étrusques, qui sont en fait des poteries hellénistiques. Et je suis désolé parce qu'on passe très vite, il fait un catalogue de ces poteries, et devinez qui est-ce qui va voir le catalogue de ces poteries. C'est un monsieur qui s'appelle Josiah Wedgwood, et qui va, à partir du catalogue de Sir William Hamilton, concevoir cette nouvelle forme de création de porcelaine qu'on appelle aujourd'hui, bien sûr, le Wedgwood. Capri, inévitablement, avec les Faraglioni, Wilmkin, le Danois dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, somptuosité de la mer, et regardez la masse de ces rochers qu'on retrouve ici chez Auguste Coppiche. Nous avions vu déjà Pitlow tout à l'heure, j'aime beaucoup son garçon assis sous une pergola à Capri vers 1820, avec, regardez, le comble de l'exotisme pour quelqu'un, effectivement, qui vient de Hollande, c'est-à-dire un palmier. Là aussi, la diversité, si vous voulez, botanique, va devenir une des obsessions du 19e siècle sur, finalement, la prolifération de la diversité des formes du vivant. Et puis, une terrasse sur l'île des Capris par un anonyme français, on ne sait pas qui c'est, le laurier rose est superbe. Ciel et effet, Constable, bien sûr, étude de nuages, coucher de soleil orageux, un anonyme français, peut-être Simon Denis, dont nous avions vu les arbres magnifiquement éclairés par le soleil tout à l'heure au bord du vide, quelqu'un que vous n'attendiez pas à pareille fête dans cette fascination pour les esquisses à l'huile du paysage, tout simplement Fragonard. Alors, il n'est pas en Italie, mais c'est Jean-Honoré Fragonard qui vous fait ce paysage de montagne au coucher du soleil. Et là, on est en 1765, c'est-à-dire 8 ans après la publication du Burke, et Burke commence à circuler partout en Europe, y compris à Paris, où le rationalisme voltairien est en train d'être remplacé par l'enthousiasme rousseauiste. C'est très net. Et là, effectivement, Pierre-Henri de Valenciennes, dont on a parlé tout à l'heure, étude de nuages sur la campagne romaine, Frey, avec son effet de soleil au couchant, et puis à nouveau Pitlow, dont nous avons vu le jeune homme dans la pergola à Capri tout à l'heure, et qui vous fait ce magnifique coucher de soleil dans un paysage, il ne précise pas lequel. Très intéressant aussi à l'exposition, deux choses. La première intuition de la capacité magique de la ville, et en particulier de la ville la nuit, de la ville éclairée et de la ville avec le reflet des éclairages dans l'eau. Ici, vous avez William Holman Hunt. Holman Hunt est un des
membre de la deuxième génération des pré-raphaélites. Hein. Sans ce travail de Hunt en 1853, Whistler n'aurait probablement pas découvert la possibilité des reflets des lumières dans la Tamise à la hauteur de Chelsea, hein, c'est très clair. Et puis ici, un Amstello damois qui viendra à Londres et qui contemple Waterloo Bridge. Hein. N'oubliez pas que Waterloo Bridge sera une des obsessions de Monet. Toit, fenêtre, cour, ruine. Hein, c'est évidemment la fin de l'itinéraire de l'exposition. Ici, c'est le but de jardin à Hampstead avec un sureau de Constable. Vous savez que la femme de Constable était malheureusement victime de tuberculose et qu'avant de l'emmener à Brighton pour essayer de la sauver au bord de la mer, il l'a installée dans une région de Londres qui était évidemment très ouverte, c'est ce qu'on appelle la lande de Hampstead, et Constable a énormément travaillé sur la lande de Hampstead. Encore Granet, avec ce décor vide. Hein, qu'est-ce qui se passe quand finalement l'architecture n'est habitée d'aucune présence et est-ce que là, la réalité n'est pas en train de se théâtraliser finalement, hein? Et puis alors un personnage qui s'appelle Augustus Leopold Haig. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous rapporter l'œuvre majeure de Haig. Je ne suis pas sûr que vous allez aimer, mais bon, ce n'est pas grave. Hein. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Ça a servi d'ailleurs pour l'une des affiches de l'exposition. Mais Haig est un peu lourdement sociologique. Je pense que vous avez compris que monsieur tient à la main une lettre qui a été envoyée par un autre monsieur à sa femme qui n'est pas en train de passer le meilleur quart d'heure de son existence. Et que le drame, ça n'est pas tant monsieur et madame, mais les deux petites innocentes ici qui sont complètement, évidemment, terrifiées par ce qui se passe. La mère ayant été chassée du foyer, les deux filles ayant grandi, elles se demandent à la lueur de la lune, effectivement, qu'est-ce qui a pu arriver à leur mère. Et comme par hasard, ce n'est pas d'une légèreté folle, hein, je vous le concède, mais à la lueur de la même lune, regardez bien, c'est la même, hein, ce n'est pas une illusion, c'est la réalité. Vous avez la mer qui est là au bord de la Tamise, puisqu'elle va dans quelques minutes se jeter dans l'eau pour s'y abandonner à la mort. Je pense que vous êtes profondément touché par cette histoire. Et le même Haig qui est capable de faire ces choses un tout petit peu, enfin, dont la légèreté n'est peut-être pas la qualité principale, hein, c'est quand même quelqu'un qui est capable aussi de faire ça. Et c'est ça, si vous voulez, le charme de l'esquisse par rapport au côté un peu pesant du tableau définitif que vous allez vendre. Hein. Le charme de l'esquisse, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, l'esquisse ne sert à, enfin, ne compte pas pour un client éventuel. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, je dois dire qu'on est un tout petit peu plus réticent et c'est plutôt ça qui nous attire. Et regardez, bien sûr, hein, l'ami Théodore Rousseau, qui est encore dans la vallée de la Moselle, son lieu de naissance et d'enfance, qui n'est pas encore installé à Barbizon, mais qui, dans ce paysage panoramique près de la rivière Moselle, est en train de préparer, évidemment, Barbizon, puis l'impressionnisme. Ça, c'est clair. De même, dans cette représentation de maison. Et vous avez ici Frédéric Rode, Copenhague. Et vous voyez, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. La question étant, là où il n'y a pas de sujet, d'une certaine manière, est-ce que votre regard est capable d'en créer un? Et est-ce que vous êtes capable de faire advenir un sujet dans ce qui n'en a pas apparemment par la qualité de votre regard? Ici, évidemment, Léon Fleury, enfin, attribution, avec une assez belle méditation sur la ruine et la réincorporation de la ruine dans la vie, hein, puisqu'il s'agit apparemment ici de l'abbaye des Vaux de Cernay, hein, dont vous voyez les ruines, et dont vous voyez en même temps comment autour de ces ruines, on a réussi à reconstruire un habitat monastique et qui ne nie pas les ruines, qui les intègre, mais qui, d'une certaine manière, de sa proximité avec les ruines, apprend son propre destin à la ruine. Et pour finir, évidemment, un Turner qui représente le palais et le pont de Caligula dans cette incandescence absolument étonnante qui fait finalement du soleil le sujet principal de l'œuvre de Turner. Voilà, allez à la Fondation Custodia et
C'est un lieu qui mérite qu'on s'y rende. Ne négligez pas en bas, Doncker, et très bonne visite à vous et merci de votre présence ici ce soir.